Bonjour à tous, donc une petite vidéo de mise à jour concernant surtout la petite analyse technique sur les actions que j'ai pu analyser sur cette chaîne et qui m'intéressent. Euh, donc les actions que j'ai dans ma watchlist, parfois où je suis actionnaire et parfois où je souhaite le devenir. Bon, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la vidéo qui va suivre n'est en aucun cas un conseil en investissement financier. C'est simplement une idée de partage de mes propres analyses qui sont à prendre avec précaution puisque je suis un simple amateur qui m'intéresse à l'investissement boursier et en aucun cas un professionnel. Voilà. Alors, voici un petit peu les actions que j'ai pu traiter sur cette chaîne qui sont dans ma watchlist. Alors, je vous rappelle rapidement le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est des entreprises que je souhaiterais avoir dans mon portefeuille pour la plupart d'entre elles. Je scénarise grosso modo euh, des, des performances en termes de revenus et je définis selon ces scénarios-là, donc qui peuvent être plus ou moins pessimistes euh, dans le futur, je définis des niveaux d'entrée en fonction d'un retour sur investissement que j'attends. Alors, la plupart des retours sur investissement que jusqu'à présent sur lequel j'avais fait mes valorisations étaient sur un retour sur investissement d'à peu près 10% par an, en sachant que je partais d'une hypothèse d'inflation nulle ou relativement basse. Et donc ça a intégré dans ces 10%, il faudrait soustraire l'inflation. Maintenant que l'inflation est plus élevée, je n'ai pas refait mes calculs, mais grosso modo probablement que elles sont ancrées en dessous en termes de niveau d'entrée, puisque je pourrais attendre plutôt de maintenant 12% par an au vu des niveaux d'inflation, surtout si ça venait à perdurer au-delà de cette année. Donc pour faire simple, vous avez en direct le cours sur la troisième colonne, et puis en fonction si c'est au-dessus, ben, en fonction du scénario, la case est rouge, et si c'est en dessous, ben, c'est que je suis que la valorisation est en dessous, même dans un scénario pessimiste. Et j'ai rajouté ce qui me semble de plus en plus pertinent, le free cash flow yield, sur, par rapport à la valorisation actuelle sur le free cash flow de l'année précédente, donc par exemple actuellement sur l'année 2021. Donc bien sûr ça ne tient pas compte d'un éventuel croissance ou diminution de ce free cash flow, et c'est pas du forward free cash flow, mais ça donne quand même une idée de valorisation de ce free cash flow. On viendra un petit peu plus tard, notamment sur certaines entreprises où on commence à avoir des niveaux d'entrée extrêmement intéressants, même si effectivement l'inflation actuelle doit faire relativiser nos référentiels en termes d'attente de rendement sur free cash flow par exemple. Mais ça reste pour moi un élément fondamental dans mes analyses. Euh, voilà. Mais on va attaquer de suite sur l'analyse un peu plus technique. Bon, avant d'aller un petit peu plus loin, un petit mot sur les grands indices. Donc là, vous avez le S&P en données quotidiennes. Donc on voit que depuis le début de l'année 2022, globalement il est en tendance baissière, il descend. Il y avait une zone support qui a fait son job là autour des 3500 environ, et puis mais la tendance baissière reste quand même assez notable. Bon, à mon avis, prochaine étape 3300. Bon, c'est juste pour contextualiser le marché. À titre personnel, je fais pas de trading. Je fais pas de trading du tout, y compris sur les indices, donc je constate juste la tendance pour, on va dire, pour parfois aller rechercher des niveaux d'entrée un petit peu plus bas en fonction du contexte. Là, le contexte est baissier, je fais pas je fais pas de prédiction s'il va s'inverser ou pas, je cherche pas à toucher le point bas de toute façon. Je pense que voilà, c'est compliqué, mais globalement, voilà, la tendance elle est baissière sur du moyen terme. Donc, raison de plus pour être exigeant en tout cas sur les niveaux d'entrée dans les semaines et mois à venir, à mon avis, même sur les actions intéressantes. Et même si maintenant on a des niveaux de valorisation qui sont de plus en plus intéressants. Voilà pour le S&P 500. Le CAC 40, rapidement, c'est à peu près la même chose. Bon,
tendance baissière, on est sur un des plus bas, pas loin des plus bas depuis il y avait eu un petit crack là au moment de la démarrage de la guerre en Ukraine, on est revenu toucher ses plus bas, voire un petit peu en dessous, on lutte à ce niveau-là, il y a pas de, la tendance reste baissière, donc il n'est pas impossible voilà, le 5008 est un endroit pivot, est-ce qu'on ira s'enfoncer un peu plus bas et à ce moment-là, ce serait plutôt autour des 5002 à voir. En tout cas, si c'était le cas, si on passait en dessous des 5008 de manière pérenne, ça me ferait regarder sans doute plus d'actions sur le marché français et européen, entre guillemets, de manière plus attentive, en tout cas de resserrer mes niveaux d'entrée. Voilà. Alors, maintenant on va s'intéresser un peu plus aux actions. Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais je vais faire celles qui m'intéressent le plus actuellement. Donc, on va attaquer direction le marché plutôt américain. Donc, vous avez notamment Meta. Alors, Meta, on va le regarder de manière graphique. Alors, les actions, je les mets en données hebdo, c'est pour vraiment avoir plus de recul. Bon, voilà, chute très violente là depuis le pic, c'était en septembre 2021. Perdu plus de 60% de sa valeur, 70% de sa valeur, donc ça a bien chuté. Il y avait une tendance baissière forte, elle s'en est un peu extraite là. Et puis, pour moi, il y avait un point de pivot autour des 175 sur lequel je me suis pas mal renforcé. Et puis finalement, elle continue à baisser très fortement. À mon avis, il n'y aura pas grand chose pour l'arrêter en tout cas sur un plan technique, jusqu'au 112. Alors, pour moi, ça reste une valeur effectivement où il y a beaucoup de challenges. Alors là, je reviens pas sur l'analyse de l'entreprise, etc. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de challengers. On peut discuter l'allocation du cash, notamment dans le métaverse, etc. On n'y croit pas. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, sur les niveaux de revenus actuels et notamment de free cash flow, vous avez quand même un free cash flow yield à plus de 11% par rapport aux résultats de l'année 2021. Alors, même si actuellement, ce que ça veut dire, c'est que quand même le marché price, entre guillemets, en fait, la régression du business de Meta, voire même cette disparition. Alors, je ne rentrerai pas dans le sujet, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va arriver, et puis je n'ai pas forcément d'idée à arrêter là-dedans, mais en tout cas, c'est ce que price, à mon avis, le marché actuellement, c'est vraiment la disparition, ou en tout cas l'érosion du business de Meta sur les années à venir, avec des marges qui se contractent, la politique de confidentialité d'Apple qui remet clairement son business en cause, sa dépendance vis-à-vis vis-à-vis de ses revenus de pub, qui dans un contexte de cycle baissier pourrait entamer beaucoup les revenus de Meta. Moi, je le verrais plutôt comme. Alors, moi, je ne ferai pas une analyse aussi péjorative. Imaginons que les revenus baissent pendant 2 ans, en bas de cycle, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de raison si l'entreprise, ou il y a autant de gens sur Meta que finalement sa capacité à dégager des revenus reste, ou du cash flow reste élevé ou revienne à ces niveaux-là dans les années à venir. En tout cas, là, ce que price le marché, c'est clairement une régression, quoi. Et alors après, est-ce que le méta prendra ou prendra pas, ça c'est un autre sujet, j'en sais rien, mais globalement, on pourrait imaginer aussi une réallocation du cash si ça devenait à pas prendre, et ça serait vraiment une machine à cash au niveau actuel de cours. Donc pour moi, en pratique techniquement, alors bien sûr c'est pas un conseil d'investissement, hein, mais moi si j'ai une position avec un PRE qui est autour des 175 là en termes pivot, là j'ai vu la descente qui se poursuit très fortement, mais j'ai laissé filer. Et voilà, je vais re-rentrer en termes de niveau baissier autour des 112 parce que pour moi la baisse actuelle, alors je remets pas en cause les faiblesses du business et tout ce que j'ai dit rapidement avant, mais là je trouve que le marché est un peu dur avec cette entreprise. Après je resterai attentif si jamais on avait vraiment une érosion de ces marges ou de ces cash flows de manière spectaculaire dans les trimestres à venir. Ce qui n'est pas encore le cas, même si on voit une baisse des revenus, mais avec des investissements massifs. Même s'il y a une stagnation de ces users, il n'y en a pas pour l'instant
de diminution, donc on n'est pas encore sur une entreprise le business est complètement remis en cause. Bon, voilà, donc moi ça reste une entreprise où je commence à avoir une position correcte et que je renforcerai autour des 112 $. Un peu dans le même genre, en tout cas un petit peu dans le même secteur, dans le secteur de la pub, on a Alphabet, donc entreprise magnifique, hein, je reviens pas dessus. Vous avez au niveau de valorisation actuelle un free cash flow yield, alors c'est une entreprise qui garde la croissance qui est à 5%, donc c'est quand même des niveaux de valorisation qui sont tout à fait intéressants. Hein. Enfin, c'est pas si cher que ça, on va dire, avec une entreprise magnifique. Alors sur un plan technique, toujours en données hebdomadaires. Sur un plan hebdomadaire, on vient toucher la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles. On a une zone de support autour des 92. Bref, c'est une zone extrêmement intéressante. Donc, moi, à titre personnel, j'ai des ordres en cours dans cette zone-là. Je trouve que c'est une zone tout à fait intéressante pour construire une position. Moi, sur ce type de titre, je peux m'attendre même à une inversion de ces revenus sur 1 ou 2 ans. Pour moi, il n'y aura pas de remise en question, ce qui est peut-être plus le cas pour Meta ou plus susceptible le cas pour Meta, mais en tout cas, pas de remise en question de la force du business d'Alphabet dans le fond. Donc, pour moi, je reste. Enfin voilà, je suis en train de construire une position en position long terme. Donc, moyenne mobile de 100 périodes, c'est une zone qui me semble extrêmement intéressante de renforcement. Si ça continue à baisser, à titre perso, je renforcerai là aussi. Voilà pour les plus grosses américaines qui m'intéressent actuellement. Est-ce que j'en avais une autre? J'ai pas fait l'analyse sur ma chaîne, mais Zoetis, donc c'est une entreprise de produits pharmaceutiques vétérinaires. Bon, très belle entreprise, pas mal corrigée comme le marché américain. On est sur la moyenne mobile de 100 périodes là, autour de la zone hebdomadaire, donc une zone sur du long terme. Voilà. Est-ce que j'ai des cours qui remontent un peu plus? Voilà. En tout cas, une zone pas souvent touchée, une zone extrêmement intéressante. C'est un business qui a des marges excellentes, etc. Qui a de la croissance. On arrive à des niveaux de valorisation, alors ça reste élevé, mais avec des niveaux de valorisation qui redeviennent un petit peu intéressantes. On vient de toucher le pic pré-Covid. Pour moi, c'est une zone d'entrée. Donc là, je suis en train de constituer une ligne. Bon, voilà, si ça vous intéresse, je peut-être ferai une vidéo plus spécifique sur la chaîne, mais en tout cas, c'est une belle entreprise. Voilà pour le marché un petit peu américain. Sur le marché européen, qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant? Bon, ASML Holding, free cash flow yield actuellement à un niveau de valorisation 6-4%, donc des niveaux de valorisation tout à fait raisonnables. Alors bien sûr, là ce que price le marché, c'est un côté cyclique, une régression de son business dans les années à venir, ou des années beaucoup plus difficiles par rapport à l'année 2021 qui était une année faste. Bon, je refais pas l'analyse sur ce type d'entreprise, mais globalement, c'est quand même une entreprise qui a des menaces, mais qui a d'énormes forces. On est sur la moyenne mobile de 100 périodes. Bon, ça continue à baisser. Il y a un point là d'entrée à 356 €, sur lequel potentiellement, voilà, à peu près c'est un pic, sur lequel à mon avis, me renforcerai sur cette entreprise. Voilà, moyenne mobile de 100 périodes sur cette entreprise. Faut remonter un peu, quoi. Faut monter un peu. Voilà. On vient la frôler en 2010, 2011. Bon. Bon, en tout cas, c'est encore une entreprise qui a de la croissance, qui a de beaux jours devant elle probablement, qui a une avancée technologique, qui a des modes, bon, enfin bref, voilà, qui est pas indemne de menaces, mais en tout cas une belle entreprise. 6,8 donc combien j'ai dit? Ouais, 6,4 pardon de free cash flow yield. Bon. Peut-être une année ou deux en régression, donc là c'est ce que price un petit peu le marché, mais imaginons que son plan d'action soit vraiment effectif avec les niveaux de
commande attendue sur la décennie à venir. Bon, c'est intéressant, donc moi j'achète. Alors je fais pas une grosse position, mais je vais renforcer. Le marché est en baissier actuellement, notamment dans les semi-conducteurs et aussi en Europe. Le marché est en baissier, je pense qu'on peut aller taper éventuellement sur un plan technique les 355 là par là, enfin dans ces zones là en tout cas. À ce moment là je reprendrai une petite touche à titre personnel. Voilà. Alors belle entreprise LVMH qui a fait des publications là récemment, aussi de très très bonne qualité. Donc en termes de free cash flow yield, 5%. Donc je trouve ça pas mal de garder ça par rapport aux résultats de 2021 avec la valorisation actuelle. Donc sachant que les résultats de cette année ils sont en forte croissance, donc vous êtes plutôt peut-être à du 6%, faire des choses comme ça. Il faut garder en tête ce niveau de free cash flow yield hein, quand vous vous intéressez par exemple à Air Liquide, c'est 3,9. Hein. Donc c'est pas la même catégorie, d'entreprises Pharmagest, Interactive, etc. C'est pas forcément des entreprises, si vous comparez Air Liquide, donc vous avez un free cash flow qui est plus bas et une croissance qui est plus faible. Donc pour moi il n'y a pas de match là-dessus. Bon, enfin il y a d'autres. Il y a du pricing power, il y a tout. Bon, enfin, vous avez une entreprise qui a un free cash flow beaucoup plus intéressant sur LVMH, une croissance plus forte. Bon, là-dessus, voilà, on est quand même intéressant. Donc je trouve ça intéressant. Alors même si tout se vaut pas, il faut pas comparer les secteurs entre eux, etc., bien évidemment. Globalement, ça permet quand même des fois de garder les pieds sur terre. Voilà. Donc là, c'est des niveaux de valorisation que je trouve tout à fait raisonnables. Bon, moi je vais être gourmand sur cette entreprise. Hein. Bon, elle est en tendance, on va dire horizontale. Le marché est quand même fortement tendance baissière. Bon, faut pas rêver, elle va pas baisser fortement. Elle a publié super résultats. Bon, ça, malgré malgré le contexte actuel. Donc, moi, j'avais fait une position autour de là de 545, 550, je sais plus exactement, dans cette zone-là. Bon, ça serait génial de venir retaper ici. Là, je renforcerais fortement si on revenait taper là. Est-ce qu'il faut acheter sur le niveau actuel? Je sais pas trop. En tout cas, voilà. Bon, pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas de meilleure opportunité ailleurs? C'est la question. Mais globalement, une belle entreprise, mais c'est pas beaucoup, hein, malheureusement, pour un investisseur long terme comme moi. Ensuite, marché européen. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ah ouais, Euronext a beaucoup baissé, hein, pas mal baissé. Donc, on est à un free cash flow yield à 6,7% sur quand même une entreprise qui a alors qu'il n'y a pas une croissance énorme, probablement aussi un petit effet récessif avec la baisse du marché obligations européen, a priori. En tout cas, elle a quand même fortement corrigé. C'est une entreprise qui a quand même une capacité à dégager un free cash flow qui est tout à fait excellente, avec croissance organique, une croissance externe quand même relativement satisfaisante, avec un mode par définition. Donc l'entreprise, moi, que je trouve tout à fait intéressante. Bon, elle est passée sur sous sa moyenne mobile de 100 périodes hebdomadaires. Elle est venue toucher là une zone pivot là, autour des 62 € sur lequel j'ai renforcé un petit peu. Le niveau en dessous 55, hein, avec des niveaux de valorisation qui seraient alors à ce moment-là très intéressants. Bon, voilà. En tout cas, une entreprise en tendance baissière. Alors voilà, j'ai pris une petite touche là. Si ça continue à baisser, je reprends une petite touche en dessous, un cran en dessous, autour des 55. Voilà pour Next. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? Air Liquide, allez, Air Liquide, si le marché n'est plus baissier. Bon, entreprise. Ah oui, je vous ai pas dit, mais les courbes sont données logarithmiques pour la plupart. Hein. Ça permet d'avoir des données quand même beaucoup plus intéressantes. Bon, fort canal haussier, on en est sorti hein, quand même. Et là, on vient de passer sous la moyenne mobile de 100 périodes hebdomadaires. Donc là, on est quand même sur une zone un petit peu pivot. On va peut-être rentrer elle va lutter. Est-ce qu'elle va continuer en tout cas sa tendance baissière sur du moyen terme? À mon avis, c'est possible. Première zone d'entrée intéressante, 112 €. Bon, sur un marché très baissier à 93 €.
C'est pas impossible, hein, elle a déjà corrigé sur les précédents marchés baissiers. Bon, free cash flow yield, 4%, c'est pas mal, mais avec une croissance faiblarde. Bon, ce qui intéresse beaucoup les investisseurs particuliers, c'est la distribution d'actions et de dividendes, mais si on s'abstient un peu de ça, c'est pas non plus une entreprise qui a une croissance si exceptionnelle que ça. Si la politique de retour aux actionnaires est tout à fait satisfaisante là-dessus, il n'y a pas de sujet. Bon, le marché est baissier, j'ai envie d'être gourmand moi sur cette entreprise, donc 112 euros, moi je trouve que c'est pas mal techniquement. Est-ce que j'en prends une louche? Pourquoi pas. Un cran en dessous, c'est pas mal quand même. Moi je trouve qu'en dessous de 100 euros, on commence à arriver à des niveaux de valorisation tout à fait intéressants. Bon, là c'est vraiment des niveaux faits à la hache, mais globalement c'est pour avoir une idée. Le marché est baissier, 112 on va y arriver, hein, je pense qu'on va les taper. On est passé en dessous du pré-pic, pardon, du pic pré-Covid, hein. Donc sur les 2 ans, elle fait négatif, hein. Bon, voilà, enfin, où elle fait zéro, quoi. Hors dividende, etc. Mais globalement, voilà, c'est pas. Enfin, faut être gourmand. Enfin, moi, sur cette entreprise, j'ai envie d'être gourmand. J'ai d'autant plus envie d'être gourmand que des rendements à 2%, 3% avec un niveau d'inflation actuel, bah, c'est plus suffisant, à mon avis. Donc, il faut être gourmand. Tout le monde est plus gourmand sur le retour sur investissement vu de l'inflation actuelle. Donc, faut pas hésiter à être exigeant. 112, c'est à mon avis pas, pas au-dessus en tout cas. Donc je reste sur un petit touche en fonction de mon cash disponible et de l'environnement économique général. Si la tendance reste baissière, faut être gourmand, quoi. Ouais. Voilà un petit peu. Alors sur les actions où je suis un peu moins up, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, Ruby. Ruby, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les résultats. Bon, je suis pas mis à jour l'analyse technique là, mais grosso modo, ouais, sans données hebdo, donc tendance baissière, un triangle de congestion là qui se fait, et pour l'instant qui n'est pas sorti ni par le haut ni par le bas, grosse tendance baissière, il y avait une zone support là autour des 21 euros, on est en dessous. Bon, moi cette entreprise, les résultats étaient soi-disant excellents, enfin, le semestriel était très bon, il y a un petit rebond puis c'est reparti à la baisse. C'est faible. Bon, le free cash flow yield, alors il est à combien? 4%. Alors voilà, c'est là où moi ça me fait relativiser. 4%, ben, quand vous avez du Google à 5, bah, je vois pas trop le. Enfin, je crois que tout est dit, quoi. Enfin, tout est dit. C'est vrai que voilà, du Ruby à 4, du Google à 5, ben, moi j'achète. Enfin, je préfère investir actuellement dans du Google à 5, hein. Du LVMH à 5, hein. Donc, est-ce que vous voulez du Ruby à 4% de free cash flow yield, du 5% LVMH? Bon, je crois qu'il y a quand même là un gros sujet. En tout cas, moi, ça me fait changer mon point de vue là-dessus. Moi, ce qui me fait hésiter sur cette entreprise, c'est l'allocation de cash. Voilà. Allocation de cash, je trouve un investissement des énergies renouvelables. Bon, je ne reviens pas sur ma vidéo, mais globalement, pour moi, je vais essayer de sortir de cette entreprise. Sur un plan technique, j'aimerais bien qu'elle ne revienne pas dans ces zones-là au niveau des 30 euros. Bon, on va voir. Il y a un triangle de congestion. Est-ce que je suis en mode espoir? C'est pas impossible, mais est-ce qu'elle pourrait pas ressortir un peu par le haut, aller retaper une niveau par là et qui se ferait de sortir en moins-value, certes, mais avec une moins-value plus relative, à voir en fonction de l'environnement. Bon, est-ce qu'il faudrait que je coupe mes pertes maintenant? Je sais pas trop. Bon, c'est pas très cher actuellement en ligne, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est baissier, quoi. Voilà. Voilà un petit peu. Que dire plus? Ouais, après il y a Edenred. Alors j'ai une petite position sur Edenred. Edenred. Qu'est-ce que ça donne Edenred? Ouais, Edenred, c'est plutôt un canal horizontal en fait, hein. Une tendance aussi à long terme. Une balade autour. Il y a un pic plus haut qu'elle n'a pas réussi à franchir. Bon, elle est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Bon, c'est une entreprise globalement qui a une croissance organique. Alors c'est pas donné, hein, en termes notamment de free cash flow yield, c'est pas la moins chère, mais alors mes scénarios de valorisation en termes de revenus étaient peut-être pas tout à fait intéressant. En tout cas, c'est une entreprise que je
trouve intéressante sur le business model en tout cas. Alors qui est chèrement valorisé malheureusement, c'est un peu son bémol, mais qui a quand même qui bénéficie à la fois entre guillemets, de l'inflation et à la fois de l'augmentation des taux d'intérêt. À la fois parce que globalement quand elle a du cash, ce cash est rémunéré, donc l'augmentation des taux d'intérêt, globalement ça peut le nourrir en termes de revenus. Et comme elle prélève des frais sur les dépenses, notamment alimentaires ou en essence, si les coûts augmentent, elle va prélever sans doute mécaniquement plus de frais sans pour autant ces frais elle augmentent de manière proportionnelle. Donc ce qui la rend intéressante dans le contexte actuel, c'est à la fois les taux d'intérêt et l'inflation qui n'est pas négative pour elle en tout cas. Donc entreprise résiliente. Il y a quand même une tendance haussière. Moi je surfe mais je la trouve chère, donc c'est pas non plus l'opportunité du siècle. Mais bon, j'ai ma position dessus, je laisse couler. Voilà, alors Alibaba je l'ai barré parce que Alibaba je l'ai pas réanalysé, notamment dans son free cash flow, je trouve ça compliqué, donc retenez pas les chiffres. Alibaba c'est la catastrophe, alors c'est une de mes premières positions en termes de ligne. Bon, il n'y a plus rien qui l'arrête en termes baissiers, donc voilà, en termes de baisse, chandonnier hebdomadaire et pas en logarithmique, logarithmique, voilà. Bon, il n'y a rien qui l'arrête, la zone support elle est 71 $, bon, l'étape d'après en tout cas la tendance baissière elle n'est pas arrêtée. L'étape d'après c'est les plus bas historiques en fait. Est-ce qu'elle peut y arriver? Ouais, pourquoi pas. Enfin, techniquement, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Parce que à ces niveaux-là, c'est un point d'entrée. En tout cas, voilà, moi, sur ma position, je suis plus en tout cas, je renforce pas la baisse en termes de position, etc. La question, et j'avoue que j'ai un peu de mal à trancher, parce que j'ai du mal à analyser cette entreprise sur les derniers résultats. Pour moi, c'était une entreprise qui avait énormément de potentiel. Bon, bien sûr, la politique chinoise, tout ça, ce que vous connaissez, mais globalement, je crois qu'on est dans les années difficiles, donc pour l'instant, je garde ma position, pas en mode espoir, mais je reste attentif aux prochains résultats. Il faudrait que ça s'inverse. Il faudrait que ça s'inverse, en tout cas en termes de résultats, qu'on lui lâche un petit peu la bride sur les revenus, etc. En tout cas, niveau techniquement, je m'attends à ce qu'elle continue à baisser. Voilà, moi je ne me renforce pas, mais tout simplement pour des histoires de taille de position. Un mot sur Adyen, alors elle est une belle entreprise, hein. Belle entreprise, chère, très chère. Où est-ce qu'elle est là? Bon, on est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. On est quand même sur une tendance baissière. On est sur un point de pivot là autour de 1280 euros. Bon, voilà, le free cash flow yield, c'est quand même assez cher, on va dire, mais ça représente aussi voilà, en dessous de 2%. Mais ça représente aussi une entreprise qui a un business model qui est bon, des revenus en croissance, en atteinte élevée, bref. Bon, c'est une entreprise, c'est une belle entreprise, mais qui reste encore chère. La tendance étant baissière, notamment sur les valeurs technologiques. J'ai envie d'être gourmand, donc entre 1000 et 900 euros là. Pour moi, ça serait un bon point d'entrée. Donc moi, je la guette. C'est une entreprise, il y a quand même beaucoup de concurrents. Ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes gammes de concurrence, mais il y a quand même plein de concurrents. Alors, PayPal, c'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, il y a du monde sur la sellette. Voilà, j'ai envie là de surfer sur la tendance baissière. En tout cas, moi, j'y rentrerai pas en dessous de 1000 ou 900 euros idéalement si vraiment le marché continue à baisser. Voilà. Une dernière pour la route. PayPal, allez, pourquoi on revient sur le marché américain. PayPal, 5,8 de free cash flow yield sur le résultat de l'année 2021, donc c'est pas forcément très cher pour une entreprise qui est quand même toujours en croissance. Bon, après c'est la qualité du mot, etc. Moi je suis rentré au plus bas là, autour des 71. Il y a eu un petit rebond là où j'étais en plus-value.
Et puis je pense qu'elle va retourner les taper sans aucun problème. Bon, on a une divergence baissière avec le RSI, mais globalement, voilà, il y aura, là, à mon avis, on va avoir une horizontalisation. Enfin, techniquement, il peut y avoir une horizontalisation des prix. Fourchette basse 71 $, on doit être pas loin des 6% de free cash flow yield avec une entreprise en croissance. Pour moi, c'est un niveau d'entrée quand même qui reste intéressant sur l'entreprise si on y croit. Voilà. Après, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle reparte au plus haut à 320 $ de suite, hein, mais globalement, voilà, elle peut venir, un petit peu osciller dans ce canal-là. Voilà. Pour moi, autour des 70 $, ça reste quand même un prix intéressant en termes de free cash flow yield si elle continue sa croissance, ce qui est le cas en termes d'users, en termes de revenus, etc. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous voudriez que je m'intéresse à d'autres actions. Voilà, à bientôt.